Dans nos, dans nos colloques, nous voulons toujours aussi qu'il y ait donc différents domaines, puisque demain, je vous l'ai dit, on va traiter de l'entreprise responsable et consciente, on va traiter de qu'est-ce que c'est qu'être un leader conscient, on va traiter de l'architecture consciente, on aura aussi donc le premier Marocain sur l'Everest, c'est le cas de le dire en termes de montée des sommets, et on aura une belle conclusion philosophique. Mais maintenant, je vais vous présenter une artiste qui va aussi nous accompagner pendant ce colloque, une artiste qui va peindre cet après-midi. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est couplé, son travail, comme elle va vous l'expliquer, est couplé avec le travail scientifique, puisque vous verrez qu'elle a fait des dessins avec des électroencéphalogrammes pour voir comment, quand elle peint, son cerveau peut changer d'état de conscience. Et il y aura un atelier, je vous mettrai des QR codes pour les ateliers cet après-midi, avec elle pour justement voir comment on peut méditer par la peinture et comment elle peut aussi guider une méditation pour vous par la peinture. C'est très original. Donc, elle est docteure en arts plastiques. Elle a fait un doctorat en arts plastiques tout en étant artiste, et elle va vous présenter maintenant ce concept de dessiner l'esprit dessinant. Et déjà ça c'est très important parce que ça a à voir avec la complexité du monde. Ce qu'elle appelle l'autopoïèse, c'est en fait un serpent qui se mord la queue, vous voyez. C'est l'esprit qui dessine, et l'esprit se dessine en train de dessiner. Il y a un grand peintre qui s'appelle Bram van Velde qui disait ça, et c'est très proche du théorème de Gödel pour ceux qui savent, qui disait je peins l'impossibilité de peindre. Comment est-ce qu'on peut peindre l'impossibilité de peindre? Comment on peut dessiner l'esprit en train de dessiner? C'est ce que Camilla Eslava va nous expliquer. Camilla, si vous voulez bien venir, merci. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Le micro, il ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais faire un résumé très rapide sur un processus de création que j'ai appelé « Dessiner l'esprit dessinant ». Dessiner l'esprit dessinant, c'est le pattern, c'est le motif que j'ai trouvé d'une recherche créative dans laquelle je n'arrivais pas vraiment à trouver une méthode. Donc, disons que l'objet d'étude pour cette thèse, c'était moi-même, et c'était la manière dont j'ai créé. Donc, je trouvais que dans cette manière de créer, qui était à la base très intuitive et très organique, je n'arrivais pas à trouver un système. Et en extrayant un peu cette forme de création, je trouvais ce système qui s'appelle dessiner l'esprit dessinant. Ça montre une circularité de comment le corps il est complètement relié à l'esprit, parce que dessiner l'esprit dessinant, il est complètement relié à la main. Et la main, elle est, disons, le moteur d'écoulement d'un fluide, d'une fluctuation intérieure qui laisse des traces. Et dans cette recherche, j'étais très influencée par l'imaginaire de l'imagerie cérébrale. Et c'est ça dont je vais vous parler. Donc pendant que je dessinais pendant des heures et des heures, je ne sais pas si vous écoutez bien, si. Pendant que je dessinais pendant des heures et des heures, c'était un dessin qui n'était pas de l'ordre de la représentation d'une réalité extérieure. Donc le dessin, il n'était pas en service de l'illustration de quelque chose qui se trouve apparemment à l'extérieur, mais il était plutôt un flux direct de la pensée. Et cela m'amenait à penser donc à ce type de graphique. Et je me disais que pendant que je dessinais, le ressenti était que cet écoulement, il était comme une sorte, et ça c'était une analogie, comme une sorte d'encéphalogramme d'un sismique intérieur. Et cette analogie m'a amené donc à vouloir aller dans un laboratoire de neurologie pour faire en même temps des encéphalogrammes pendant que je dessinais.
De cette façon-là, donc, on a trouvé, ce que j'ai trouvé, c'était que les encéphalogrammes, pour moi, étaient considérés comme un dessin que je faisais avec les pulsations de mon cerveau, les pulsations électriques de mon cerveau. Et ça nourrissait encore plus mon travail de création parce que je me disais que j'étais une source de traces et de dessins multiples et divers que j'allais pouvoir croiser et que j'allais pouvoir voir comment ils allaient se codéterminer et s'affecter les uns les autres. Donc pour moi, l'imaginaire de l'imagerie cérébrale du EEG, des encéphalogrammes, c'était une source de dessin. Donc, ça m'a amené à habiter un laboratoire de neurologie comme s'il s'agissait d'un atelier d'artistes pour continuer à créer des traces. Et ces traces-là, elles allaient donc communiquer ensemble. Et je commençais donc à me demander si, en dessinant, j'allais pouvoir commencer à affecter mon propre comportement cérébral et de façon volontaire. Et là, donc, il y a 3 coordonnées, 3 domaines de la connaissance qui se relient et qui dialoguent. Donc, ma pratique de dessin, que j'appelais la méditation graphique, et comme une sismographie de mes rythmes et intensités intérieures. Les graphiques neurologiques EEG qui étaient conçus comme des dessins réalisés avec des pulsations électriques et une pratique méditative que je mène depuis une quinzaine d'années qui, associée à ma pratique du dessin, me permet aussi de rentrer dans des états disons, assez profonds et de présence pendant que je dessine. Donc là, pendant que on faisait des encéphalogrammes, c'était ça le type de dessin que je faisais pendant les CEG. Et je trouvais qu'il y avait un rapport qui était nourri dans mes dessins par l'imaginaire de l'imagerie cérébrale, notamment de l'encéphalographie, et qu'en même temps, ce type de dessin, c'était une sorte de manifestation de l'absorption d'un état de conscience assez particulier dans lequel je rentrais quand je travaillais. J'ai donc nommé ce type de dessin des métallomanuélogrammes en analogie à les encéphalogrammes parce qu'il manifestait un écoulement direct de la pensée. C'est pour ça que je défends beaucoup le dessin en tant que tel comme ligne, parce que je le vis et je le conçois comme une manifestation directe de la pensée qui passe par la main. Et cela m'a permis de développer cette pratique que j'ai appelée la méditation graphique et dont je ferai demain un workshop. J'ai commencé donc à donner aussi mes propres dessins, ce type de dessin, pardon. Je suis un médecin neurophysiologiste notamment, et je voulais vous parler en quelques minutes de la manif que nous avons faite avec Camilla Estava en 2011 à Marseille, dans je ne sais pas, je pense l'unité de qu'à la régie, ils neurophysiologie se sont trompés parce que je dirigeais à qu'ils ne sont l'époque. pas découpés la vidéo. Alors, c'était très simple, le dispositif était on ne peut plus simple. Il s'agissait simplement... Oui, merci. Donc, j'ai commencé à donner mes dessins aux neurologues pour qu'ils puissent aussi commencer à les interpréter ou à les décrire plutôt de la même façon qu'ils décrivaient un encéphalogramme. Là, on a découvert aussi que par le langage scientifique, on peut extraire une ambiance médicale et une ambiance neurologique dans sa manière de décrire une trace. Et cela devient donc une sorte de poésie de la trace neuronale. Et parce qu'il n'avait pas vraiment une corrélation qui lui permettait de décrire ces traces de mes dessins comme il le fait à partir des encéphalogrammes comme un outil de mesure. Donc là, je suis en train de développer un
un livre d'artiste où on fait des poésies neurologiques et à partir des descriptions médicales qu'il a fait de mes propres dessins. Et donc là, on va normalement pouvoir voir le compte rendu du monsieur docteur Jean Biondury, qui était le neurologue. Je ne sais pas s'il... Bon, normalement, il y a une vidéo ici, un extrait d'une vidéo où il fait le compte rendu des protocoles qu'on a fait en laboratoire et dans lequel il décrit la manière dont je rentrais dans un état profond pendant que je dessinais, qui me permettait donc de moduler mes propres sondes cérébrales. Disons que l'idée que j'avais au départ de ces sondes, c'était l'idée d'un galvanomètre qui était des traces avec une plume et donc avec de l'encre, qui était complètement relié aux électrodes qu'on branche sur le cerveau. Et aujourd'hui, c'est une technique complètement digitale. Donc, ce qu'on voit, on peut voir l'encéphalogramme directement sur un écran en face de nous. Et ce que je voulais faire... On continue jusqu'au bout, on mettra la vidéo après. OK. Et ce que je voulais voir, c'était si en ayant mes encéphalogrammes en face de moi, le déroulé, je pouvais par la pensée ou par des dispositions intérieures intuitives, essayer de la moduler de façon à, comme je voulais, donc de les rendre de plus en plus, par exemple, alpha, de créer des arrondis dans les lignes de mes encéphalogrammes de plus en plus douces. Et il y avait quelque chose de très intéressant, c'était que si je mettais trop de contrôle pour vouloir faire ces arrondis-là, mais mon activité cérébrale, elle devenait très, très pointue, donc des activités bêta, comme si j'étais en train de résoudre un problème. Alors que quand j'ai lâché ce contrôle-là et que je rentrais dans un état plus méditatif, tel que je l'ai fait quand je suis en train de méditer ou que je suis en train de dessiner, et j'arrivais moi-même à affecter à moduler donc mes sondes cérébrales et je rentrais dans ce qu'aujourd'hui on appelle le neurofeedback. Par cette autorégulation de mes pulsations cérébrales. Tout ça, pour moi, était plutôt une expérience plastique, plus qu'une expérience scientifique. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir comment un univers de sens se nourrissait dans le croisement de ces trois disciplines de la connaissance, donc les pratiques contemplatives, notamment la méditation que je pratique, qui est une méditation dans le cœur, l'art, donc un type de dessin fait de façon assez particulière, et les neurosciences. Donc, je vais expliquer rapidement en quoi consiste la méditation graphique. J'ai commencé ça a émergé du fait de vouloir écrire une thèse doctorale sur mon propre processus de création et de ne pas pouvoir écrire. Et donc, à la place de l'écriture, parce que je n'arrivais pas à prendre une distance et à m'objectiver, à objectiver ce qui était en train de se passer pendant que je le faisais. Donc, il y avait des dessins qui sortaient à la place de l'écriture. Et c'était des dessins qui poussaient d'une façon assez prolifique, donc un dessin après l'autre, après l'autre. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir écrire sur ce processus-là? Donc il s'agissait de prendre tout ce que je faisais à la place de l'écriture et de me dire, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et donc je commençais à rentrer dans les dispositions intérieures dans lesquelles je rentrais pendant que je dessinais et à trouver donc quelques pas et quelques clés dans cet état de présence dans lequel je rentrais quand je dessinais. Et là, je trouvais que de façon sous-jacente, il y avait ma pratique de méditation qui était toujours comme en filigrane en train de guider mon processus créatif.
Donc la méditation graphique, c'est une pratique qui émerge et qui évolue dans l'exercice d'une disposition de présence dans les processus créatifs. Et le dessin, il a lieu non pas comme un outil de représentation, donc disons que je le libère de sa fonction illustrative des formes d'une réalité extérieure, et je lui donne la valeur d'une sismographie de ce qui est en train de se passer directement en moi. Je vous montre quelques images de ces méditations graphiques. C'est notamment des dessins à l'encre avec un travail de la ligne, du trait qui commence à s'imbriquer comme un écoulement de la pensée directe qui se tisse sur le papier. Donc il y a aussi un rapport au tissage qui est très très fort. Et c'est donc des dessins qui sont faits non pas avec une esquisse, non pas avec une idée préalable de ce que je vais faire, mais non pas non plus comme les dessins qu'on fait quand on parle au téléphone sans faire attention, qu'on appelle ça dessin automatique, mais plutôt comme des dessins dont je suis complètement en face avec les directions qui me proposent le trait et la ligne, et que c'est comme si j'étais comme si je témoignais de les organisations qui se font sur le papier ou sur d'autres formats. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dessin qui commence à se décliner sur plusieurs formats, sur plusieurs types de médiums pour continuer à créer. Donc le dessin, il devient une création textile, qui devient aussi une création de vêtements. Et donc c'est une sorte de réalité augmentée avec le travail d'un trait qui vient directement du plus profond et d'un état de présence particulière. Cela devient aussi un travail sur des espaces très grands. Et ça, c'est un dessin mural que je viens de finir en Bouskoura, ici au Maroc, que j'ai appelé Exuberantia. Et donc, c'était un défi très, très grand parce que l'idée, c'était d'appliquer cette méthode que j'appelle la méditation graphique, donc de juste évoquer un esprit, et dans ce cas-là, c'était un esprit végétal, et de me laisser traverser par cette idée-là en laissant l'écoulement du geste se mettre sur les murs et jusqu'à le défilement de cette ambiance végétale dans l'espace. Normalement, ça c'est... Je n'ai pas encore fini. Et je vais finir donc avec une petite vidéo qui est cette machine. Donc cette machine, elle vient aussi de cette imagerie cérébrale, enfin de l'imaginaire de l'imagerie cérébrale, mais aussi de premières machines pour faire des films et faire des vidéos. Donc je dessine sur des rouleaux très très longs de papier que je fais ensuite défiler dans ces machines-là pour créer des films qui me permettent donc d'arriver à ce type de résultat qui est une Avec cette machine que j'ai intitulée le caméloscope, graphique. le dessin devient un film interactif que l'on déroule devant ses yeux en lui donnant un rythme. J'ai commencé à dessiner sur ces rouleaux de papier lors d'un long voyage méditatif en Inde en 2009. Ils sont des objets portables à la taille de ma main et qui font de 20 à 45 mètres de long. Chaque rouleau est un film. C'est à chaque fois l'histoire naturelle d'un devenir de formes et de traits. Je dessine en suivant 2 consignes, ne pas effacer le dessin et ne pas couper le papier. Cela me permet d'accepter la forme telle qu'elle émerge directement et de suivre de façon de plus en plus fluide
la métamorphose qui se déroule dans le dessin. C'est le mouvement contenu dans la forme du rouleau ce qui m'intéresse le plus. Il s'agit d'un mouvement spiral. C'est comme un escargot qui porte avec lui sa maison et laisse la trace de son parcours sur la surface. J'invite des musiciens pour faire la bande son du film en live et parfois j'invite aussi des danseurs qui interagissent et improvisent avec la projection du film en rentrant dans l'univers du dessin. Il s'agit d'un dispositif qui me permet de voyager dans une expérience expansive, de la transformation des traits et des formes de dessin sur le papier au changement de dimension, d'échelle et des médias qu'il suggère. Merci Camilla. Merci Jean. Donc, nous aurons donc un atelier avec Camilla samedi après-midi, atelier numéro 2, mais surtout, on va la voir cet après-midi peindre pendant les conférences des neuroscientifiques parce que... Oh, pardon. Oui. Je disais qu'on va voir Camilla donc, peindre cet après-midi pendant les conférences des neuroscientifiques parce que vous avez compris qu'en fait, quand elle peint, ça influe sur son électroencéphalogramme. On avait un petit film d'un scientifique qu'on projettera cet après-midi après la pause, qui a travaillé avec Camilla pour justement montrer scientifiquement comment elle change ses ondes cérébrales quand elle peint. Mais le fait aussi, évidemment, de changer ses ondes cérébrales change aussi la façon dont elle peint. Vous voyez, donc ça fait une boucle comme ça. Voilà. Donc, et donc, on va la voir peindre cet après-midi. Merci beaucoup, Camilla. Merci, Jean. Et donc, merci.